Bon, ben, bonjour à tous. Donc, effectivement, là, merci là, pour le petit quiz et tout ça, là. Je vais donc introduire un peu ce café donc, par quelques diapos, quelques photos sur l'agroforesterie pour poser un petit peu le cadre sur les questions qu'on se pose aujourd'hui par rapport au développement actuel de l'agroforesterie, par rapport au choix des espèces animales et végétales qu'on va utiliser dans nos projets et comment voilà, ça pose pas mal de questions en termes d'évolution, de recherche, d'adaptation. Donc, du coup, voilà, ça sera plus sous forme un peu d'échange et de questionnement que je vais partager ça avec vous. Alors, par agroforesterie, en fait, c'est vraiment tout ce qui va concerner pardon, les systèmes où on aura des arbres qui soient donc à la périphérie, comme les haies que vous avez à gauche, ou en intraparcellaire, comme à droite. Donc, il y a des systèmes qui sont effectivement déjà bien en place depuis très longtemps, depuis plusieurs décennies, où il y a déjà des interactions très, très fortes, et puis d'autres où voilà, c'est des systèmes un peu plus innovants, un peu plus modernes. Et même si ça fait maintenant quelques années que ça se développe, on n'est pas sur des surfaces encore très, très importantes, notamment pour l'intraparcellaire. Alors juste deux mots sur qui on est au niveau de la SCOP Agroof. Donc, on est une société coopérative et participative. On est 11 personnes aujourd'hui à travailler. On va passer à 13 là, à la fin de l'année. On travaille autour de trois activités. Donc, la recherche, donc pour essayer de comprendre comment ça fonctionne, l'agroforesterie, et puis imaginer des systèmes voilà, d'aménagement un peu innovants pour répondre aux besoins des agriculteurs. De l'ingénierie, donc de l'accompagnement de projets individuels ou collectifs, donc coopératives ou collectivités, et puis de la formation, donc voilà, toujours auprès des agriculteurs, mais aussi des techniciens, des étudiants ou autres. Bon, je passe après si jamais vous avez des questions. Voilà. Donc là, par exemple, ça, c'est une parcelle qui a été mise en place dans le Gers. C'était une des toutes premières parcelles qu'on avait mis en place avec un partenaire associatif là-bas sur place. Quand on conçoit une parcelle au démarrage, bien entendu, il y a pas mal de contraintes à prendre en compte. Il y a les histoires de mécanisation notamment. Mais c'est vrai que comme vous pouvez le voir là, il n'y a pas encore beaucoup d'interactions par rapport aux cultures, ça c'est clair. Les arbres, eh ben, il faudra attendre qu'ils poussent et pour qu'on commence à avoir des choses qui vont se passer sur la parcelle. Alors, ceci dit, le simple fait d'avoir un maillage de lignes d'arbres avec une bande enherbée au sein des parcelles, ça va par exemple impacter pas mal la partie biodiversité, mais on se rend compte aussi que ça va aussi impacter pas mal les bilans carbone ou les aspects de problèmes d'érosion de surface ou autres. Donc, du coup, c'est pas si neutre que ça, d'un point de vue global. Alors voilà, donc une parcelle adulte qui est proche d'être récoltée. Donc là, pour le coup, effectivement, là, il y a des interactions très fortes entre l'arbre et son milieu, donc que ce soit en termes d'amélioration des fonctions biologiques du sol, mais également de compétition, quelquefois, donc compétition pour la lumière, là, en l'occurrence. Et donc là-dedans, il faut apprendre à cultiver et à gérer un peu ces itinéraires techniques pour s'adapter à ce nouveau système. Alors, les Chinois, ils ont été pas mal à la pointe. Donc, ça, c'est quelques photos chinoises parce que eux, là-bas, c'est vraiment des millions d'hectares. Au démarrage, pour eux, c'était de voir comment ils peuvent concilier en fait une production agricole par rapport à une population qui est immense, mais également des besoins en bois qui sont extrêmement forts parce qu'ils ne couvrent que la moitié de leurs besoins. Donc, ils déboisent énormément dans les pays adjacents et puis maintenant un peu partout dans le monde. Et donc, du coup, ils ont été un peu à la pointe d'une certaine agroforesterie. Vous voyez là, l'image, ça reste assez intensif, on dirait. En tout cas, c'est des plantations monospécifiques. C'est soit du peuplier, soit du paulownia. Donc, les arbres que vous voyez en fleurs, ce sont des paulownias. Et dans la partie tropicale, ça sera du leucéna, par exemple, ou d'autres espèces, puisqu'en fait, en Chine, on va du tempéré jusqu'au tropical. Ce qui est intéressant, par contre, chez eux, c'est qu'ils ont étudié plein de densités différentes. Vous voyez là, pardon, vous avez des écartements entre les arbres qui sont différents. 5 mètres par 10 mètres en haut à gauche, 5 par 20 à droite, et puis en dessous, 6 par 30 et 5 par 40. Donc, on va entre des densités entre 50 et 200, et ils ont été les premiers à montrer qu'il y avait un impact intéressant sur notamment le taux de protéines qu'on avait dans le blé en agroforesterie. Et, euh, et clairement, en fait, l'impact sur la lumière, là, ici, il est très différent en fait, entre les quatre situations. Alors, la lumière, là, ici, vous avez une carte, un petit peu de projection de l'ombrage. Les cercles verts, ce sont les arbres.
Donc l'orientation des lignes d'arbres va beaucoup jouer, hein, notamment sous nos latitudes, mais peu importe là où on se trouve dans le monde. Mais là, chez nous, en fait, les orientations entre les orientations pardon, nord-sud ou est-ouest, vous voyez que la répartition de l'ombre n'est pas la même. Donc ça pose pas mal de questions, hein, effectivement. Donc selon le type de production qu'on va avoir sur la parcelle, il y a des cultures qui vont très bien s'adapter à une hétérogénéité de la lumière, d'autres un peu moins. En termes de pratique, ça peut être aussi soulever des questions. Par exemple, là, si je suis est-ouest, vous voyez, au nord des arbres, il y a plus d'ombre qu'au sud. On peut avoir des sous-rendements, par exemple pour le colza ou des céréales, et des sur-rendements au sud des arbres. Et donc, on peut se poser la question, voilà, également, quel type de variété je vais planter, je vais semer dans ma parcelle. Est-ce que je dois semer la même variété sur toute la parcelle ou par bande ou en mélange selon ce qui va se passer dans l'année? Parce que, bien entendu, le climat va beaucoup jouer aussi. C'est-à-dire que si on est sur une année sèche avec une canicule, par exemple au printemps, avec des températures qui vont passer les 30-35 degrés, on va avoir un impact qui peut être négatif dans un témoin sans arbres, mais plutôt positif grâce au microclimat sous les arbres. Donc, selon le climat de l'année, on peut aussi avoir des situations qui vont changer beaucoup. Alors, juste pour la petite histoire, ça c'est simplement un modèle, une sortie d'un des modèles qu'a produit l'INRAE de Montpellier. Ils ont simulé ici deux types d'arbres. Un arbre qui va faire des feuilles de manière très précoce dans l'année et très tardive. Donc, c'est les couleurs bleues pour le tardif et orange pour donc orange ou jaune donc pour le précoce. Et ils ont couplé ça, ils ont combiné ça avec trois types de blé dur, un blé précoce, pareil, un blé moyen et un blé tardif. Donc, on avait en fait six combinaisons de cultures et puis ils ont regardé un petit peu ce que ça allait donner en agroforesterie selon différents climats qu'on pouvait avoir dans l'année. Juste, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais simplement, vous voyez qu'on a des réponses très différentes. Vous avez une dominante de bleu au-dessus de la ligne qui est indiquée 1, qui montre que là, par exemple, ça peut être très intéressant par rapport à une situation sans arbre. Quand on est en dessous de cette ligne noire, c'est plutôt défavorable. Donc, vous voyez qu'on a bien des dominantes de couleurs selon la précocité ou l'effet tardif en fait, de débourrement des arbres ou des cultures. Donc, c'est vraiment un aspect important à prendre en compte en agroforesterie. Alors, bien sûr, on peut intervenir sur les arbres hein, si on veut réguler la lumière, on peut intervenir sur les houppiers, etc. Enfin, voilà. Et donc là, on intervient mécaniquement. Mais après, pour nous, l'idée, c'est de voir, par rapport à la discussion d'aujourd'hui, c'est est-ce que d'un point de vue génétique, on peut essayer voilà, d'imaginer une sélection, une adaptation à ces questionnements. Alors, par exemple, ici, juste pour vous montrer, parce qu'en fait, on peut le décliner en trois niveaux, parce que comme on travaille sur tout système de production, eh bien, on va avoir des questions différentes selon chaque système, que ce soit pour la vigne, le maraîchage, l'élevage de ruminants, le porcin, élevage de volailles ou autre. Mais on va avoir chaque fois au moins un questionnement, pardon, excusez-moi, je suis un peu fatigué, par rapport aux arbres. Déjà, d'une part, donc ici, vous avez des arbres qui sont tardifs ou précoces, justement. Là, vous avez au premier plan, vous avez un noyer qui est tardif. Là, on est au mois de mai, il n'a toujours pas fait ses feuilles, alors que d'autres noyers en arrière-plan, ils ont déjà bien débourré, vous voyez, donc ils ont déjà donc un impact assez fort sur l'ombrage qui va être imprimé au sol. Là, typiquement, c'est intéressant pour nous parce qu'il ne fait pas beaucoup d'ombre, pas beaucoup de compétition, et on est à un mois de la récolte de la céréale qui a été semée à l'automne. Donc là, on a une bonne complémentarité entre les deux. Maintenant, voilà, vous voyez, la parcelle elle est assez hétérogène, donc du coup, ça aussi, ça pose des questions par rapport à ce type de comportement. Un autre aspect ici qu'on ne trouve pas vraiment chez nous, mais on pourrait, c'est un acacia qui est associé avec du maïs en zone soudano-guinéenne, donc en Afrique. Vous voyez que là, on est sur un cycle de végétatif très décalé. C'est-à-dire que là, les arbres n'ont pas de feuilles, alors qu'on est en pleine saison du maïs, en plein développement. Il fera ses feuilles en saison sèche. Donc là, on est parfaitement adapté en termes justement de développement des arbres par rapport aux besoins en lumière de la culture. Et là, qui plus est, on est sur des arbres, ce sont des légumineuses, donc qui apportent un lot d'azote important et qui profitent directement à la culture. Donc là, on a vraiment un effet très positif de l'arbre sur la culture sur ces deux aspects.
Un autre aspect sur les arbres et qui nous concerne de plus en plus, souvent on dit, ben voilà, on va développer l'agroforesterie par rapport à cette problématique changement climatique, donc pour s'adapter aux effets de ces changements. Nous, ça nous concerne aussi en premier point, simplement par le choix des plants qu'on va planter. Ça, c'est un article qui était paru dans Midi Libre là, le mois dernier, non, un peu plus longtemps maintenant, non, c'est ça, oui. Euh, donc, et qui montrait simplement les résultats de l'année dernière en termes de taux de mortalité de tous les arbres qui avaient été plantés en forêt, donc pas en agroforesterie, mais je pense qu'on est à peu près sur les mêmes chiffres. En gros, on était là sur 38% de mortalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec les sécheresses qui nous attendent, et là, par exemple, sur toute la partie méditerranéenne, hein, on est en plein dans l'actualité, ce qu'on plante, on n'est pas sûr que ça survive simplement parce qu'il y a un déficit pluviométrique. Donc, ça nous amène à revoir nos itinéraires techniques en termes de plantation, mais aussi de choix des espèces et des variétés. Voilà. Et donc là, ça, c'est un vaste sujet aussi qui nous préoccupe. Alors après, une fois qu'on enlève la partie arbre, il y a la partie qu'on va associer aux arbres, donc soit végétale, soit animale. Là, c'est une photo de l'Université de Missouri, donc aux États-Unis, qui ont été les premiers à faire de la sélection variétale. Alors, c'était pour du fourrage dans des plantations plutôt forestières, hein. Vous voyez que c'est très dense, hein, en arbres. Mais oui, voilà, il y avait des possibilités effectivement d'améliorer. Donc, simplement par le choix des espèces déjà, et Dominique pourra le confirmer sur le blé lors d'une expérience qu'elle a menée là, dans le cadre d'un projet européen, mais aussi après, comment initier aussi un projet de sélection pour aller un peu plus loin au niveau génétique pour l'amélioration donc, des variétés qu'on aura pu sélectionner. Alors, juste pour la petite histoire, nous, on travaille également en maraîchage, bien entendu. On se pose la même question sur le choix des variétés, que ce soit pour les grandes familles, les grands groupes de légumes, hein, donc les légumes fruits, feuilles, tubercules, racines. Donc, est-ce qu'il faut mettre des variétés précoces ou tardives? Donc, on teste ça dans nos parcelles âgées. Et c'est vrai qu'on a des comportements physiologiques très différents, hein. Si je prends une courge, par exemple, si elle est à l'ombre, elle va faire une feuille assez arrondie, peu découpée, alors que la même courge, mais en plein soleil, elle va avoir des feuilles très pointues, très découpées, avec une composition aussi au niveau de la peau de la feuille qui va être beaucoup plus dure. Donc, on a vraiment une adaptation, hein, par rapport au climat. Si je prends une tomate, elle va avoir tendance à monter plus rapidement. Elle va avoir aussi tendance à faire des feuilles de manière assez précoce, mais les premières fleurs à l'ombre en agroforesterie vont plutôt avoir tendance à couler, donc à ne pas porter de fruits. Par contre, les fruits, eh bien, ils vont moins souffrir des coups de soleil. Donc, vous voyez que ça pose pas mal de questions comme ça. Et en fait, on pourrait prendre légume par légume. On a une série de questions en fait, voilà, qui se posent par rapport à l'adaptation en fait, de ces légumes à nos systèmes. Un autre exemple que je vais prendre par exemple pour les volailles, on plante beaucoup d'arbres dans les parcours de volailles parce que maintenant il y a des obligations un petit peu de parcours ce sont des parcelles d'1 ou 2 hectares attenant aux bâtiments d'élevage. Donc il faut amener les poules à sortir et à parcourir la prairie arborée. Donc voilà, il y a des techniques, il ne faut pas planter les arbres trop près des bâtiments, il faut faire des petits couloirs pour pousser les animaux à sortir. Et en fait, au niveau génétique, toutes les souches de poulets ne se comportent pas de la même manière. Vous avez une souche, par exemple, qui est assez peureuse, qui va mettre peut-être 6 semaines avant de oser sortir du bâtiment. Et il y en a d'autres, au bout de 5 jours, hop, elles vont sortir et elles vont avoir un caractère un peu aventureux et parcourir immédiatement le paysage arboré qui va être autour de la parcelle. Et c'est clair que 6 semaines d'attente, c'est trop voilà, si on veut maximiser, optimiser en fait l'utilisation de ce parcours. Voilà, ça fait partie des questions. Et ça, c'est quelque chose qu'on pourrait décliner aussi pour les cochons, hein, il y a aussi des obligations de parcours, enfin, en bio notamment. Et donc, se pose la question, est-ce qu'il n'y a pas des races plus adaptées? Parce que quand on met des cochons dehors, ce sont des animaux qui vont devoir bouger un peu plus, qui vont consommer un peu plus, enfin un peu plus, même 2 fois plus, hein, quelquefois.
et qui vont devoir s'adapter au froid, au chaud, voilà, même s'ils vont donner un produit, une viande de meilleure qualité, mais il y a quand même ces questions-là au niveau de la race, voilà, qu'il faudra choisir et son amélioration. Voilà, donc je vais terminer là. Juste, la photo, je ne l'ai pas expliqué, c'est une expérience assez rigolote parce que ce sont des Belges qui ont fait ça, sur un petit jardin de 1 800 m². Donc, ils sont en maraîchage, mais c'est vraiment une toute petite, on ne peut pas dire que c'est une exploitation agricole, même si à côté de ça, ils en ont d'autres. Mais sur leur parcelle attenant à l'habitation, sur 1 800 m², ils ont planté 2 500 arbres et arbustes. Donc vous imaginez, c'était extrêmement serré et ils ont planté ça en 1975. Donc, là maintenant, ça fait plus de 40 ans là qu'ils sont là-dedans et c'était intéressant de voir ça parce qu'en fait, c'est le mélange, et ils essayent de le gérer au mieux. Et ils essayent de le gérer au mieux en taillant, en amenant des puits de lumière, donc, dans leur jardin, d'où cette impression un petit peu de jungle en fait, hein, parce qu'en fait une jungle ça ne ressemble pas du tout à ça d'ailleurs. Mais là, le fait d'amener de la lumière à tous les étages, bah, ça fait quelque chose de très touffu. Alors selon les espèces qui ont été associées, ben, il y avait des résultats beaucoup, positifs ou plus ou moins négatifs. Et ce qui est intéressant, dans ce qu'ils ont fait, c'est que, bah, en parallèle, en continu, ils ont fait de la sélection de ce qui marche et ne marche pas, sur leur jardin, quoi. Donc ils ont accumulé, bah, tout un stock de graines du monde entier, hein, sur les tomates, les légumes et cetera, et ils ont fait eux-mêmes leur propre sélection. Chaque fois qu'il y avait des choses qui marchaient bien au niveau des courges, des salades, des tomates, et ben, ils ont récolté les graines et ils ont fait, voilà, leur propre sélection, pour s'adapter, en fait, à ce milieu, junglistique, on va dire. Voilà, donc Ah beh, c'était un petit super. peu en introduction pour, poser un peu le cadre. Ouais, bah, écoute, un grand merci, super intéressant Fabien là.